le gymnase de l'école primaire Roosevelt bourdonnait de l'effervescence contagieuse typique des enfants de 9 ans, pressés d'expliquer des concepts scientifiques à quiconque voulait bien tendre l'oreille. Jeff se tenait près de l'entrée, un presse-papier serré contre lui, s'efforçant de se donner une contenance alors qu'il se sentait comme un intrus dans l'univers d'un autre. Il n'aurait pas dû être là. Tamia avait été on ne peut plus clair à ce sujet 3 jours plus tôt, à la clinique. Mais lorsque son assistant lui avait glissé que l'exposition scientifique de l'école cherchait des juges supplémentaires et avait spécifiquement demandé quelqu'un du secteur technologique, Jeff n'avait pas pu résister. Il se racontait qu'il faisait cela pour soutenir l'éducation, pour rendre à la communauté ce qu'elle lui avait donné. Il refusait de s'avouer que c'était surtout l'espoir insensé d'apercevoir sa fille qui le guidait. Monsieur Wilsman, merci infiniment de vous être porté volontaire. Une femme au sourire chaleureux, arborant un badge, Madame Chen, directrice, s'approcha de lui. C'est un honneur d'avoir une personne de votre calibre pour juger notre exposition. Ces enfants ont travaillé si dur. Ravi d'aider, parvint à articuler Jeff, l'estomac noué, affichant un sourire de façade. Laissez-moi vous présenter les autres juges, poursuivit Madame Chen en le guidant vers un groupe d'adultes munis de presse-papier près de la première rangée de stands. Nous avons le docteur Patel de l'hôpital pour enfants de Seattle, le professeur Williams de l'université de Washington, et Madame Rodriguez, qui enseigne la chimie au lycée. Ils échangèrent des poignées de main et des amabilités, mais l'attention de Jeff vagabondait déjà vers les panneaux colorés qui remplissaient le gymnase. Volcan et système solaire, expérience sur la croissance des plantes et machines simples, la créativité sincère d'enfants essayant de comprendre le fonctionnement du monde. Chaque juge s'occupe d'une section, expliqua Madame Chen en consultant ses notes. Monsieur Wilsman, si vous pouviez prendre les rangées des AF, nous nous réunirons dans 1 heure pour comparer nos notes. Jeff acquiesça et se dirigea vers sa section attitrée, parcourant les titres des projets en marchant. Pourquoi les feuilles changent-elles de couleur, par Marcus Thompson. La physique du basketball, par Sarah Kim. Comment fonctionnent les aimants, par. Il se figea sur place. Famille monoparentale, analyse statistique et impact social, par Amara Bako. Sa fille, brillante et inconnue, avait choisi d'étudier la situation même qu'il avait créée en l'abandonnant. L'ironie était dévastatrice. Jeff s'approcha du panneau avec la prudence d'un homme face à un animal sauvage. La présentation était méticuleusement organisée, avec des graphiques dessinés à la main qui témoignaient d'une sophistication bien au-delà du niveau de l'école primaire. Mais ce fut la photo au centre qui lui coupa le souffle. Une photo de classe montrant une fillette aux yeux verts les siens et arborant l'expression déterminée de Tamia. Ses cheveux noirs étaient tirés en tresses soignées, et elle affichait un sourire à la fois confiant et légèrement timide. Elle était belle, parfaite, indéniablement la sienne. Vous êtes là pour juger mon projet ? Jeff pivota et se retrouva face à face avec Amara Bako pour la première fois de sa vie. De près, la ressemblance était encore plus frappante. Elle avait son menton têtu et cette nuance exacte de vert dans les yeux qui lui avait valu des ennuis sur toutes les photos que sa mère avait prises de lui. Mais il y avait autre chose dans son expression, une vive intelligence et une force tranquille qui venaient purement de Tamia. Jeff s'éclaircit la gorge, cherchant sa voix. Oui, je suis l'un des juges. C'est ton projet ? Fit Amara en se redressant fièrement. Je m'appelle Amara. J'y travaille depuis 2 mois. 2 mois, répéta Jeff, incapable de détacher son regard d'elle. Sa fille. Cette petite personne brillante et articulée était sa fille. C'est très impressionnant. Pourquoi as-tu choisi ce sujet ? Le visage d'Amara devint sérieux. Eh bien, je vis seul avec ma maman, et je voulais savoir si c'était normal ou bizarre. J'ai interrogé 23 enfants de ma classe, et il s'avère que 12 d'entre eux vivent aussi dans des foyers monoparentaux. Mais ensuite, j'ai voulu savoir pourquoi, et quelles étaient les statistiques pour tout le pays. Elle pointa ses graphiques avec l'assurance d'une chercheuse chevronnée. Regardez, 23% des enfants de moins de 18 ans vivent avec un seul parent, et 84% des foyers monoparentaux sont dirigés par des mères. Les raisons principales sont le divorce, le décès d'un parent, ou... Elle marqua une pause, consultant ses notes points des parents qui n'ont jamais été mariés. La manière clinique dont elle discutait de sa propre situation fit mal au cœur de Jeff. C'était sa faute. Sa fille brillante grandissait en analysant sa propre structure familiale comme un projet de recherche, parce qu'elle ne comprenait pas pourquoi son père n'était pas là.
Quelle conclusion en as-tu tiré? Demanda-t-il prudemment. Eh bien, mon hypothèse était que les enfants de familles monoparentales réussiraient moins bien à l'école, dit Amara, mais en fait, ce n'est pas toujours vrai. Cela dépend davantage des facteurs socio-économiques et de l'implication des parents. Ma maman est super impliquée dans mon éducation, et j'ai les meilleures notes de ma classe. La fierté et la douleur se livraient bataille dans la poitrine de Jeff. Bien sûr que Tamia était une mère incroyable. Bien sûr qu'elle avait élevé leur fille pour qu'elle soit brillante, confiante et fière de leur famille, même s'il l'avait forcée à le faire seule. C'est une analyse très sophistiquée, dit Jeff sincèrement. Tu es manifestement très intelligente. Amara rayonna. Ma maman dit que je tiens ça de mon papa. Elle dit que c'était la personne la plus intelligente qu'elle ait jamais connue, et que c'est pour ça que je suis doué en maths et en sciences. Les mots frappèrent Jeff de plein fouet. Même après tout ce qu'il avait fait, après 10 ans d'absence et d'abandon, Tamia parlait encore de lui en bien à leur fille. Elle laissait encore Amara croire que son père était quelqu'un digne d'admiration. Ta maman a l'air d'être une femme merveilleuse, parvint à dire Jeff. Elle l'est, répondit simplement Amara. Elle travaille vraiment dur pour prendre soin de nous. Elle a 3 emplois, mais elle m'aide quand même avec mes devoirs tous les soirs et vient à toutes mes activités scolaires. C'est Jean la meilleure personne au monde. Jeff dut détourner le regard, submergé par l'émotion. Lorsqu'il se sentit capable de parler à nouveau, il vit qu'Amara l'étudiait avec des yeux curieux. « Ça va, monsieur ? Vous avez l'air un peu triste. »« Je vais bien, » dit-il rapidement. « Je pensais juste à la chance que tu as d'avoir une si bonne maman. »« Je sais, non, » dit Amara d'un ton pragmatique. « Parfois, j'aimerais bien avoir un papa aussi, cela dit. Pas parce que ma maman ne suffit pas, mais parce que... Je ne sais pas. Ce serait peut-être sympa d'avoir quelqu'un pour m'apprendre des trucs de garçon, et pour aider ma maman à ne pas être si fatiguée tout le temps. » La simplicité de cet aveu faillit le briser. Jeff s'agenouilla à sa hauteur, se mettant les yeux dans les yeux avec sa fille pour la première fois. « Je peux te dire quelque chose, » dit-il doucement. « Parfois, les parents font des erreurs. De grosses erreurs. Et parfois, ces erreurs blessent les gens qu'ils aiment le plus, même quand ils essaient de les protéger. » Amara pencha la tête, réfléchissant à ses paroles. Comme quand maman m'a obligé à donner mon hamster, parce qu'elle pensait que ce serait trop de travail, mais qu'en réalité elle s'inquiétait juste des frais de vétérinaire. Quelque chose comme ça, dit Jeff, la voix rauque. Mais en plus grand. Beaucoup plus grand. Eh bien, dit Amara avec sagesse, ma maman dit toujours que les erreurs sont des occasions d'apprendre, et qu'il n'est jamais trop tard pour essayer d'arranger les choses, tant qu'on est vraiment désolé et prêt à travailler dur. La sagesse des enfants de 9 ans, pensa Jeff. Simple. Dévastatrice. Et absolument juste. Ta maman est très intelligente, dit-il. Elle est allée à l'université avec mon papa, dit fièrement Amara. Elle a des photos d'eux en train d'étudier ensemble. Elle dit qu'ils allaient devenir scientifiques et changer le monde. Que s'est-il passé? Demanda Jeff, bien qu'il connaisse déjà la réponse. Il a dû partir, dit simplement Amara. Ma maman n'aime pas en parler, mais je pense qu'il s'est passé quelque chose de grave. Elle devient triste parfois quand elle pense que je ne regarde pas. Jeff ferma brièvement les yeux, imaginant Tamia seule et enceinte, voyant ses rêves s'évanouir en même temps que son avenir. Imaginant cette femme travaillant à plusieurs endroits tout en suivant des cours d'infirmière le soir, élevant Amara avec amour et détermination pendant que point l'ignorance de leur existence. Je parie qu'il pense à toi, dit doucement Jeff. Ton papa. Je parie qu'il pense à toi chaque jour et qu'il regrette que les choses ne se soient pas passées autrement. Tu le crois vraiment? Les yeux verts d'Amara, ses yeux à lui s'illuminèrent d'espoir. J'en suis certain, affirma Jeff avec une conviction absolue. Et je parie que s'il pouvait te dire une chose, ce serait qu'il est fier de toi. Fier de ton intelligence, de ta gentillesse et de ta force. Amara sourit, et Jeff vit le sourire de Tamia se refléter sur le visage de leur fille. C'est agréable d'imaginer ça. Et, tu veux voir mon analyse de données? J'ai utilisé Excel pour faire les graphiques. Pendant les 20 minutes qui suivirent, Jeff écouta sa fille expliquer les corrélations statistiques et les liens de causalité avec l'enthousiasme d'une enfant de son âge, mais avec l'intelligence de quelqu'un ayant le double de son vécu. Elle était remarquable, curieuse,
confiante et totalement inconsciente qu'elle tenait la conversation la plus importante de la vie de son père. Amara. Appela une voix familière depuis l'autre bout du gymnase. Te voilà, mon cœur. Le sang de Jeff se glaça. Il leva les yeux et vit Tamia s'approcher. Elle portait une robe d'été jaune qui la faisait paraître plus jeune que ses 28 ans. Elle souriait à Amara avec un amour et une fierté pure, mais dès que son regard se posa sur Jeff, son sourire s'évanouit instantanément. « Qu'est-ce que tu fais là » demanda-t-elle, sa voix soigneusement contrôlée. « Maman, c'est monsieur. » Amara regarda Jeff, attendant la suite. « Wilsman » compléta Jeff en se levant lentement. « Jeff Wilsman. »« Wilsman. » Les yeux d'Amara s'écarquillèrent. « Comme l'entreprise de technologie ? Celle qui fabrique les logiciels éducatifs pour mon école ? » « Oui » répondit doucement Jeff, sans quitter Tamia des yeux. Elle semblait à la fois terrifiée et furieuse. « Maman, tu savais qu'il était là » demanda Amara avec excitation. « Il a posé de très bonnes questions sur mon projet. Il s'y connaît vraiment en statistique. »« Je suis sûr que oui » dit Tamia avec prudence. « Amara, pourquoi n'irais-tu pas chercher du jus de fruits à la table des rafraîchissements ? J'ai besoin de parler à monsieur Wilsman de quelque chose. » « Mais maintenant, chérie. » Amara les observa tour à tour avec cette intelligence perspicace d'une enfant ayant appris trop tôt à lire les émotions des adultes. « Vous allez vous disputer ? » « Non » répondit immédiatement Tamia. « Nous allons juste avoir une petite conversation rapide. »« Allez, file. » Une fois Amara hors de portée de voix, Tamia se tourna vers Jeff avec une fureur à peine contenue. « Tu avais promis de rester loin de mon travail » siffla-t-elle. C'est son école, Jeff, son espace à elle. Tu ne peux pas juste débarquer où bon te semble. Je ne savais pas qu'elle serait là, dit Jeff honnêtement. Je me suis porté volontaire pour être juge à l'Expo Science avant de savoir. Avant de savoir quoi ? Avant de savoir que j'avais une fille dans cette école, dit-il doucement. Tamia regarda autour d'elle pour s'assurer que personne n'écoutait, puis s'avança d'un pas. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas entrer dans sa vie comme une fleur quand ça te chante. Elle est remarquable, Jeff, sa voix pleine d'émerveillement. Tamia, elle est absolument remarquable. Tu as vu son projet ? Elle a 9 ans et elle fait des analyses statistiques qui impressionneraient des étudiants universitaires. Elle tient ça de toi, dit Tamia machinalement, avant de sembler regretter immédiatement cet aveu. Elle tient ça de nous deux, corrigea doucement Jeff. Mais surtout de toi. La façon dont elle parle, l'amour et le respect dans sa voix. Tamia, tu as fait un travail incroyable en l'élevant. Pendant un instant, la posture défensive de Tamia s'adoucit. Elle est assez incroyable, n'est-ce pas ? Elle est parfaite, dit Jeff avec une sincérité absolue. Et elle est à nous. Le pronom possessif resta suspendu entre eux, à la fois comme un pont et un gouffre. Les murs de Tamia se refermèrent brutalement. Non, dit-elle fermement. Elle est à moi. Tu n'as pas le droit de la revendiquer juste parce que tu partages son ADN. Je n'essaie pas de la revendiquer, dit Jeff désespérément. Je veux juste. Tamia, j'ai passé 20 minutes à parler à ma fille pour la première fois de ma vie. Elle est brillante, drôle et tellement pleine d'amour. Et j'ai raté tout ça. J'ai raté ses premiers pas, ses premiers mots et 9 ans d'histoire avant de dormir. Je ne peux pas rattraper ça. Mais peut-être. Peut-être que je ne suis pas obligé de rater tout le reste. À travers le gymnase, Amara discutait avec un autre enfant près de la table des rafraîchissements. Mais ses yeux revenaient sans cesse vers l'endroit où sa mère parlait avec ce gentil juge qui s'était tant intéressé à son projet. Elle pose des questions sur toi, dit Tamia doucement, suivant son regard. Pas souvent, mais parfois. Généralement le soir, quand elle est censée dormir. Elle veut savoir si tu es intelligent comme elle, si tu as les yeux verts comme elle, si tu serais fier de ses projets scientifiques. Que lui réponds-tu ? Je lui dis la vérité, dit simplement Tamia. Que tu es la personne la plus intelligente que j'ai jamais connue. Qu'elle a tes yeux, ton esprit et ton menton têtu. Et que, où que tu sois, tu serais incroyablement fier de la personne qu'elle devient. La générosité de ses paroles, après tout ce qu'il avait fait, laissa Jeff sans voix. Mais Jeff, continua Tamia, sa voix redevenant ferme. Je lui dis aussi que certaines personnes ne sont pas faites pour être parents.
Que parfois, l'amour ne suffit pas pour faire rester quelqu'un. Les mots étaient destinés à blesser, et ils firent mouche. Mais sous la douleur, Jeff entendit autre chose, un défi. Prouve-moi que j'ai tort, semblait dire ses yeux. Prouve que tu n'es pas l'homme qui s'enfuit quand les choses deviennent difficiles. Maman. Amara revint vers eux en bondissant, tenant un gobelet de jus de pomme et un cookie aux pépites de chocolat. Madame Chen dit qu'ils vont bientôt annoncer les gagnants. Tu crois que j'ai une chance? Je pense que tu vas gagner la première place, dit Jeff avant que Tamia ne puisse répondre. Ton projet est la chose la plus impressionnante que j'ai vue aujourd'hui. Amara rayonna, puis regarda sa mère. Est-ce que Monsieur Wilsman peut s'asseoir avec nous pour les annonces, s'il te plaît? Il a été si gentil, et il comprend vraiment l'analyse statistique. Tamia semblait piégée. Autour d'eux, les familles se rassemblaient sur les gradins, et dire non exigerait une explication qu'Amara n'était pas prête à entendre. Bien sûr, dit finalement Tamia. Monsieur Wilsman est le bienvenu. Tandis qu'il trouvait des places sur les gradins, avec Amara jacassant avec excitation entre eux à propos de son projet et de ses espoirs pour la compétition, Jeff ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis 10 ans. La possibilité d'appartenir à quelque part. De faire partie de quelque chose de réel, de significatif et de bon. Lorsqu'ils annoncèrent qu'Amara Bako avait remporté la première place dans la catégorie CM1, Jeff applaudit plus fort que quiconque dans le gymnase. Et quand Amara jeta ses bras d'abord autour de sa mère, puis impulsivement autour de lui, Jeff sentit son cœur se briser et s'ouvrir sous l'effet d'un amour si féroce et immédiat qu'il en eut le souffle coupé. C'était sa fille. Sa fille brillante, belle et remarquable. Et d'une manière ou d'une autre, il allait trouver le moyen d'être le père qu'elle méritait. Même si cela signifiait se battre contre le monde entier pour prouver qu'il avait changé. Même si cela signifiait se le prouver à lui-même d'abord. Tandis qu'Amara posait pour des photos avec son ruban bleu, parlant de le montrer à ses professeurs et à sa voisine Madame Rodriguez, Jeff surprit Tamia qui l'observait avec une expression indéchiffrable. « Merci, dit-il doucement, de m'avoir laissé rester. Pour ça. »« Ne me remercie pas encore, répondit-elle. Ça ne change rien. » Mais quand Tamara saisit leurs deux mains pour marcher vers la voiture, insistant pour que ses deux adultes préférés de l'Expo Science marchent ensemble, Jeff vit quelque chose vaciller dans les yeux de Tamia qui ressemblait presque à de l'espoir. Et pour la première fois en 10 ans, Jeff Wilsman osa croire que peut-être, juste peut-être, certaines erreurs pouvaient être pardonnées. Certaines familles pouvaient être reconstruites. Et que l'amour pouvait retrouver le chemin de la maison. Chapitre V, quand le passé refuse de rester enterré. Le bureau du détective privé sentait le café froid et les rêves brisés. Jeff était assis en face de Marcus Webb, un ancien policier de Seattle, qui venait de lui remettre une chemise cartonnée qui semblait plus lourde que tout ce que Jeff avait jamais porté. « Vous êtes sûr de vouloir voir ça ?» demanda doucement Marcus. Les mains de Jeff tremblaient lorsqu'il ouvrit le dossier. À l'intérieur se trouvaient des relevés téléphoniques, des documents hospitaliers, des papiers juridiques et des photographies. 10 ans de preuves qui peignaient un tableau dévastateur. Le premier document était un dossier médical daté du 15 novembre 2014. Patiente, Tamia Bako motif de la visite, confirmation de grossesse contact d'urgence listé, Jeff Wilsman, petit ami, numéro de téléphone, 206 555 0147. Son ancien numéro, celui qui avait été coupé le jour où il avait quitté Seattle. Elle a essayé de vous appeler 37 fois au cours des 2 semaines suivant votre départ, dit Marcus calmement. Jeff fixa le journal d'appel, chaque horodatage étant un poignard dans son cœur. 1er novembre, 23h47. Durée, 13 minutes. Ce qui signifiait qu'elle avait écouté le message de déconnexion en entier, espérant probablement que c'était une erreur. 3 novembre, 2h15 du matin. 30 secondes. Une tentative désespérée au milieu de la nuit. 8 novembre, 18h30. 45 minutes. Ce qui ne pouvait signifier qu'une chose, elle avait appelé encore et encore. Raccrochant et réessayant. Il y a plus, dit Marcus, la voix lourde de compassion. Le document suivant était une lettre recommandée, envoyée au domaine familial de Jeff à Bellevue. Avec accusé de réception, signée par Harold Wilsman, le père de Jeff. La date indiquait qu'elle avait été livrée 3 semaines après le départ de Jeff pour Boston. Les mains tremblantes, Jeff ouvrit la lettre. Elle était écrite de l'écriture soignée de Tamia,
la même écriture qui laissait autrefois des mots d'amour dans ses manuels scolaires. Jeff, je ne comprends pas pourquoi tu es parti ou pourquoi ton téléphone est coupé, mais je dois te dire quelque chose d'important. Je suis enceinte. Nous allons avoir un bébé. Je sais que c'est effrayant, ça me terrifie aussi. Mais souviens-toi quand nous parlions de notre avenir. De la petite maison que nous achèterions un jour, avec un jardin pour que les enfants y jouent? Peut-être que cela arrive plus tôt que prévu, mais ça pourrait quand même être magnifique. Je t'aime. J'aime ce que nous sommes. J'aime cette petite personne que nous avons faite ensemble. S'il te plaît, reviens à la maison. S'il te plaît, appelle-moi. Ne me laisse pas traverser ça toute seule. Je t'attendrai. J'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra. À toi pour toujours, Tamia. La lettre était datée du 10 novembre 2014. Jeff était à Boston depuis 2 semaines à ce moment-là, se jetant dans l'entreprise de son père avec la détermination désespérée de quelqu'un essayant d'oublier son propre cœur. Il n'avait jamais vu cette lettre, n'avait jamais su qu'elle était enceinte, n'avait jamais su qu'elle l'attendait. Mais son père, lui, avait su. Il y a d'autres lettres, dit doucement Marcus. C'est au total, s'étalant sur 6 mois. Toutes livrées à l'adresse de votre famille. Toutes signées par votre père. La vision de Jeff se brouilla tandis qu'il les lisait. Les lettres montraient le parcours de Tamia, de l'espoir au désespoir, puis au chagrin, mentionnant les nausées matinales, les larmes de sa mère, l'obligation d'abandonner l'école, et enfin, l'acceptation déchirante qu'il ne reviendrait pas. À la 5e lettre, datée de mars, son ton avait changé. Elle était en colère, blessée, le suppliant d'au moins reconnaître son existence. La 6e lettre était différente. Professionnelle. Froide. Écrite sur le papier à en-tête de l'aide juridique, menaçant d'une action en justice pour établir la paternité et obtenir une pension alimentaire. Jointe à la lettre de l'avocat se trouvait une réponse. Sur papier à en-tête de Wilsman Industries, signé par Harold Wilsman lui-même. Mademoiselle Morrison, mon fils, Jeffrey Wilsman, n'a aucune connaissance de la prétendue grossesse de Mademoiselle Bacot, et aucune intention de reconnaître la paternité d'un quelconque enfant qu'elle pourrait porter. Mademoiselle Bacot est une ancienne connaissance qui semble tenter d'extorquer de l'argent à notre famille. Toute communication future concernant cette affaire doit cesser immédiatement, ou nous serons contraints de poursuivre votre cliente pour harcèlement. Jeffrey a refait sa vie et est actuellement fiancé à Helena Ashworth, de la famille Ashworth de Boston. Il n'a aucun intérêt à revisiter ses relations passées ou à soutenir les manœuvres financières d'anciennes petites amies. Respectueusement, Harold Wilsman PDG, Wilsman Industries. La dernière lettre venait de Tamia elle-même, datée du 3 août 2015, 2 semaines après la naissance d'Amara. Jeff, je ne sais même pas si tu reçois ces lettres, mais je dois essayer une dernière fois. Notre fille est née le 18 juillet. Son nom est Amara, ce qui signifie éternel, inaltérable. Je l'ai choisie parce que peu importe ce qui se passe entre nous, mon amour pour toi ne s'effacera jamais. Elle a tes yeux, ta nuance exacte de vert, avec les mêmes petites taches dorées. J'ai besoin que tu saches que je ne suis plus en colère. Je comprends que peut-être ce n'était pas ce que tu voulais. J'ai juste besoin de savoir si tu vas bien. Je ne te contacterai plus après ça. Je le promets. J'élèverai Amara pour qu'elle soit forte, gentille et brillante, et si jamais elle pose des questions sur son père, je lui dirai que tu étais le meilleur homme que j'ai jamais connu. Prends soin de toi, Jeff. Sois heureux. Tamia. Jeff sanglotait au moment où il finit de lire. Marcus lui tendit un autre dossier. Harold Wilsman a employé des enquêteurs pour garder un œil sur Tamia et l'enfant pendant 5 ans. Ils ont des photos. Les photographies étaient dévastatrices. Tamia semblant épuisée en poussant une poussette, Amara tout petite jouant pendant que Tamia la surveillait depuis un banc, Tamia à sa remise de diplôme d'infirmière, tenant à la fois son diplôme et Amara, 3 ans, les larmes ruisselant sur son visage. Son père les avait observés, documentant leur vie comme des sujets dans une expérience tordue. Pourquoi? Murmura Jeff. Le contrôle, dit simplement Marcus. Votre père voulait s'assurer que Mademoiselle Bacot ne devienne jamais un problème. Il voulait aussi s'assurer que vous ne découvriez jamais accidentellement l'existence de votre fille. Il a volé ma vie, dit Jeff, les mots sortant brisés et à vif. Il a volé 10 ans de ma vie, 10 ans de sa vie à elle, 10 ans de la vie d'Amara. Oui, acquiesça doucement Marcus.
C'est ce qu'il a fait. Jeff se leva brusquement, la chaise raclant le sol. Je dois le voir. Je dois le confronter. Monsieur Wilsman, peut-être devriez-vous attendre. Non, la voix de Jeff était d'acier. J'ai assez attendu. 1 heure plus tard, Jeff était assis dans le salon opulent de son enfance, regardant son père se verser un verre de brandy d'une main ferme, alors que le monde entier de Jeff s'effondrait autour de lui. Tu as intercepté ces lettres, dit Jeff sans préambule. Toutes. Pendant 10 ans, tu savais que j'avais une fille, et tu ne m'as jamais rien dit. Harold Wilsman n'eut même pas la décence de paraître surpris. J'ai fait ce qui était nécessaire pour protéger les intérêts de notre famille. Protéger nos intérêts? La voix de Jeff monta. Tu m'as tenu éloigné de mon enfant. Je t'ai tenu éloigné d'une erreur, répliqua calmement Harold. Cette femme aurait ruiné ta vie, Jeffrey. Regarde ce que tu as accompli sans elle. Tu as bâti une entreprise prospère. Tu as une réputation dans l'industrie. Je ne veux pas reprendre ton entreprise, dit Jeff entre ses dents serrées. Je n'ai jamais voulu ça. Tout ce que j'ai jamais voulu, c'était épouser Tamia et construire une vie avec elle, même une vie médiocre. C'était une étudiante boursière venue de nulle part, Jeffrey. C'est une infirmière maintenant. Elle sauve des vies tous les jours. Elle a élevé notre fille pour qu'elle soit remarquable, malgré tes efforts pour les détruire toutes les deux. Jeff sortit son téléphone et montra à Harold la photo du site web de l'école d'Amara. Leur fille, tenant son ruban bleu, rayonnante de fierté. Voici Amara, dit-il doucement. Ta petite fille. Elle est brillante et belle, et elle s'est demandé toute sa vie pourquoi son père ne voulait pas d'elle. Et c'est à cause de toi. Parce que tu as décidé que ton argent était plus important que son droit d'avoir un père. Harold regarda la photo un long moment, et pendant un instant, Jeff crut voir quelque chose vaciller dans les yeux de son père. Du regret, peut-être, ou la reconnaissance de ce qu'il avait détruit. Mais le visage d'Harold se durcit à nouveau. Jeffrey, si tu poursuis cette relation avec cette femme et son enfant, je te couperai les vivres. Pas d'héritage, pas de fonds fiduciaires, pas de soutien familial. Tu n'auras rien. Bien, dit Jeff sans hésitation. Je ne veux rien qui vienne de toi. Je démissionne de l'entreprise, avec effet immédiat. Je vais passer le reste de ma vie à essayer de gagner le pardon de la famille dont tu m'as tenu éloigné, et à essayer d'être le père qu'Amara mérite. Tu le regretteras. Appela Harold alors que Jeff se dirigeait vers la porte. Cette femme te prendra tout comme je t'avais prévenu qu'elle le ferait. Jeff s'arrêta et se tourna vers son père une dernière fois. Elle m'a déjà tout donné, dit-il calmement. Elle m'a donné les meilleures parties de moi-même, et elle m'a donné une fille qui vaut plus que toute ta fortune. C'est moi qui lui ai tout pris. En sortant de sa maison d'enfance pour la dernière fois, Jeff ressentit quelque chose qu'il n'avait pas connu depuis 10 ans, la liberté. Le poids des attentes de son père, l'héritage familial, sa culpabilité héritée, tout cela tomba, le laissant avec un but clair comme du cristal. Il allait passer le reste de sa vie à rattraper le temps perdu. Il allait prouver à Tamia qu'il n'était pas le même jeune homme effrayé de 20 ans qui avait laissé son père dicter ses choix. Et il allait montrer à Amara que parfois, quand quelqu'un vous aime vraiment, il se bat pour vous, même s'il doit combattre le monde entier pour le faire. Il deviendrait l'homme qu'elle et Amara méritaient. Chapitre 6, le courage de recommencer. La première fois que Jeff apparut à l'école élémentaire Roosevelt pour faire du bénévolat dans la cour de récréation, Tamia supposa que c'était une coïncidence. La deuxième fois, elle soupçonna des arrière-pensées. À la quatrième fois, elle réalisa qu'il n'allait nulle part. Madame Bacot, pourriez-vous dire à Monsieur Wilsman que les surveillants de récréation doivent réellement surveiller au lieu de rester près de la clôture avec l'air perdu? Madame Chen avait coincé Tamia après l'école, l'exaspération claire dans sa voix. Tamia soupira, regardant par la fenêtre Jeff se tenir maladroitement près des jeux, portant un jean et un polo qui coûtaient probablement plus cher que son budget course mensuel, n'ayant clairement aucune idée de la façon d'interagir avec un SM d'enfant de 9 ans plein d'énergie. Je vais lui parler, promit-elle, bien que ce qu'elle voulait vraiment faire, c'était marcher jusque là-bas et exiger qu'il arrête de lui compliquer la vie. Cela faisait 2 semaines depuis l'Expo Science, 2 semaines que Jeff apparaissait dans sa vision périphérique comme un fantôme persistant. Il s'était porté volontaire pour la foire du livre de l'école, avait fait don de nouveaux ordinateurs au laboratoire informatique et avait d'une manière ou d'une autre convaincu le directeur de le laisser lancer un club de sciences après l'école,
le tout sans approcher directement Tamia ou Amara. Mais elle le voyait observer, toujours observer, avec une expression de désir désespéré qui lui faisait mal à la poitrine malgré ses meilleurs efforts pour rester en colère. « Monsieur Wilsman » appela-t-elle en s'approchant de la cour. « Puis-je vous parler un instant ?» Jeff se retourna et elle surprit l'éclair d'espoir dans ses yeux avant qu'il ne maîtrise soigneusement son expression. « Bien sûr. » Ils marchèrent jusqu'au bord du terrain de jeu, assez loin des enfants pour pouvoir parler en privé, mais assez près pour que Tamia puisse garder un œil sur Amara, qui était absorbée dans une partie de marelle complexe avec sa meilleure amie Riley. « Qu'est-ce que tu fais » demanda Tamia sans préambule. « Du bénévolat » dit simplement Jeff. « L'école avait besoin d'aide, alors j'aide. » « Ce n'est pas ce que je veux dire, et tu le sais. » Jeff resta silencieux un moment, regardant Amara naviguer dans les cases de la marelle avec une précision mathématique. « J'essaie d'apprendre à faire partie de son monde, dit-il finalement. Je ne sais pas comment être un père, Tamia. Je ne sais pas comment parler à des enfants de 9 ans, ni ce dont ils ont besoin, ni comment les faire se sentir en sécurité et aimés. Alors je commence ici, en apprenant à quoi ressemblent ces journées, ce qui la rend heureuse. » L'honnêteté dans sa voix l'a pris au dépourvu. « Jeff. Je sais que tu ne me fais pas confiance, continua-t-il. Je sais que je dois gagner le droit d'être dans sa vie. Je ne demande pas un pardon instantané ou un accès immédiat. Je demande juste la chance de prouver que je ne suis pas la même personne qui est partie il y a 10 ans. » Tamia étudia son visage, cherchant des signes de manipulation ou de motifs égoïstes. Mais tout ce qu'elle vit, c'était une détermination sincère et une vulnérabilité qui lui rappelaient douloureusement le jeune homme dont elle était tombée amoureuse à l'université. « Le poste de surveillant de cours nécessite une vérification des antécédents, dit-elle finalement. « Déjà fait, répondit Jeff, ainsi que la formation obligatoire sur la protection de l'enfance et la certification de secourisme. Tu as suivi une formation de secourisme le week-end dernier ? La Croix-Rouge propose des cours accélérés. » Il fit une pause, puis ajouta doucement, « Je voulais être prêt au cas où Amara se blesserait pendant que je suis dans les parages. » Quelque chose se fissura un peu à l'intérieur de la poitrine de Tamia. Elle avait été celle qui avait suivi des cours de secourisme quand Amara était tout petite, poussée par la peur paralysante d'être la seule adulte responsable de la sécurité de sa fille. L'idée que Jeff pensait de la même manière se préparant à des scénarios qui pourraient ne jamais arriver et témoignait d'un niveau d'attention sincère auquel elle ne s'attendait pas. « Madame Bacot ?» Une petite voix interrompit ses pensées. « Tommy m'a poussé de la cage à écureuil et maintenant mon genou me fait mal. » Tamia s'agenouilla pour examiner le genou éraflé de Sarah, 6 ans, cherchant machinalement la trousse de premiers soins qu'elle portait toujours. Mais avant qu'elle ne puisse nettoyer la plaie, Jeff était accroupi à côté d'eux, sa voix douce et rassurante. « Et là, Sarah. Ça a l'air de piquer. Je peux regarder ?» Sarah hocha la tête, les larmes menaçant de couler, mais les retenant avec la détermination stoïque d'une enfant essayant d'être courageuse. Jeff examina les raflures avec des mains prudentes, son toucher léger et professionnel. « Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas trop profond, dit-il sérieusement à Sarah. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il va falloir un traitement spécial. Es-tu assez courageuse pour des pansements de super-héros ?» Les yeux de Sarah s'agrandirent. « Tu as des pansements de super-héros ?» Jeff plongea la main dans sa poche et sortit une petite trousse de secours. Apparemment, il était venu préparé. « J'ai Wonder Woman, Superman et Spider-Man. Lequel penses-tu aidera ton genou à guérir le plus vite ?» Wonder Woman, décida Sarah immédiatement. C'est la plus forte. Tandis que Jeff nettoyait et bandait soigneusement le genou de Sarah, expliquant chaque étape en des termes qu'une enfant de 6 ans pouvait comprendre, Tamia se surprit à se rappeler pourquoi elle était tombée amoureuse de lui en premier lieu. Il avait toujours été doué avec les gens, patient et gentil, avec une capacité à faire sentir à quiconque qu'il était écouté et valorisé. « Voilà, » dit Jeff en lissant le pansement Wonder Woman. « Maintenant tu as des super pouvoirs de guérison, mais tu devrais probablement y aller doucement sur la cage à écureuil pendant quelques jours, d'accord ?» Sarah hocha la tête solennellement, puis jeta ses bras autour du cou de Jeff dans une étreinte impulsive. « Merci, monsieur Jeff. » Après que Sarah fut retournée vers ses amis en sautillant, montrant fièrement son pansement de super-héros, Tamia et Jeff restèrent en silence un moment. « Tu es doué avec elle, » dit Tamia doucement. « Les enfants sont honnêtes, » répondit Jeff. « Ils disent ce qu'ils pensent et pensent ce qu'ils disent.
C'est rafraîchissant après avoir passé 10 ans dans des salles de conseil remplies de gens qui parlent la langue de bois. Est-ce vraiment pour ça que tu es là? Pour apprendre à communiquer avec les enfants? Jeff se tourna pour la regarder et elle vit quelque chose de brut et sans défense dans son expression. Je suis là parce que j'ai perdu 10 ans avec ma fille et je ne peux pas supporter l'idée de perdre un autre jour. Je suis là parce que je veux comprendre son monde, ses amis, ce qui la fait rire et ce qui la met au défi. Je suis là parce qu'être près d'elle, même à distance, me fait me sentir plus moi-même que je ne l'ai été depuis une décennie. La simple honnêteté de ses propos coupa le souffle de Tamia. Avant qu'elle ne puisse répondre, Amara arriva en courant, le visage rouge d'excitation. « Maman, Monsieur Wilsman, vous avez vu mon tournoi de marelle? J'ai gagné 3 parties de suite. » « J'ai vu, » dit Jeff, tout son visage s'illuminant. « C'était incroyable. La façon dont tu as calculé les angles pour ces lancers en coin était brillante. » Amara rayonna sous ses louanges. Riley dit que la marelle c'est juste de la chance, mais je lui ai dit que c'est en fait de la physique appliquée. Trajectoire, force et équilibre. Riley a tort, dit Jeff sérieusement. La marelle est définitivement de la physique appliquée. As-tu déjà pensé à ce qui se passerait si tu changeais la forme des cases ou l'espacement entre elles? Non, mais ce serait tellement cool de tester ça. Les yeux d'Amara s'illuminèrent de curiosité scientifique. On pourrait faire des hypothèses et tout. Amara, interrompit doucement Tamia, reconnaissant les signes que sa fille était sur le point de se lancer dans un projet de recherche complexe. Nous devons rentrer. Tu as des devoirs et je dois me préparer pour mon travail de traiteur ce week-end. Ok, dit Amara. Mais elle avait l'air déçue de mettre fin à la conversation sur la physique de la marelle. Alors qu'elle rassemblait le sac à dos d'Amara et se dirigeait vers le parking, Jeff emboîta le pas à côté d'elle, sa présence à la fois naturelle et surréelle. Tamia se surprit à être hyper consciente de lui, la façon dont il se positionnait automatiquement entre Amara et la rue, la façon dont il ralentissait sa longue foulée naturelle pour s'adapter à la leur, la façon dont ses yeux ne cessaient de scanner leur environnement comme s'ils mémorisaient chaque détail. « Maman », dit Amara alors qu'elles atteignaient la vieille Honda Civic de Tamia. « La portière de ma voiture est encore bizarre. » Le cœur de Tamia se serra. La poignée de porte coinçait depuis des semaines et elle avait repoussé la réparation parce qu'elle ne pouvait pas se le permettre avant sa prochaine paie. Elle tira sur la poignée, la secouant de la manière qui fonctionnait parfois, mais aujourd'hui, elle refusait de bouger. « Laisse-moi essayer, » proposa Jeff en s'avançant. « C'est bon, » dit Tamia rapidement. « On va se débrouiller. » Mais Jeff examinait déjà la poignée de porte, avec l'attention concentrée qu'il apportait autrefois aux problèmes de physique complexes. « Le mécanisme est juste mal aligné, » dit-il après un moment. « Si tu as un tournevis dans ta boîte à gants, je peux réparer ça en 2 minutes environ. »« Nous n'avons pas besoin que tu répares notre voiture, » dit Tamia, plus sèchement qu'elle ne l'aurait voulu. Le rappel de leurs difficultés financières, surtout devant quelqu'un qui pouvait probablement acheter 10 voitures sans y penser, la rendait défensive. « Je sais que tu n'as pas besoin que je le fasse, » dit Jeff doucement. « Mais j'aimerais aider, si tu me le permets. » Il y avait quelque chose dans sa voix, non pas de la pitié ou de la condescendance, mais une simple gentillesse, qui fit s'effriter un peu les murs de Tamia. Elle récupéra la petite trousse à outils qu'elle gardait dans son coffre, et Jeff se mit au travail sur la poignée de porte avec l'efficacité de quelqu'un qui avait appris à réparer les choses de ses propres mains. « Voilà, » dit-il en testant la poignée. « Comme neuve. »« Comment savais-tu faire ça ?» demanda Amara, clairement impressionnée. « Je réparais tout le temps des choses quand j'étais plus jeune, » répondit Jeff. « Des voitures, des appareils électroménagers, tout ce qui cassait. J'aimais comprendre comment les choses fonctionnaient. »« C'est vrai ?» Les yeux d'Amara s'écarquillèrent. « J'adore comprendre comment les choses fonctionnent aussi. Maman dit que je démonte tout dans notre appartement. »« Et est-ce que tu les remontes ?» demanda Jeff avec un sérieux moqueur. « Généralement, » dit Amara avec un sourire, « et parfois ça marche mieux qu'avant. » Jeff rit, un vrai rire, chaleureux et ravi, et Tamia sentit son cœur bégayer. Cela faisait si longtemps qu'elle ne l'avait pas entendu rire comme ça, avec une joie pure, au lieu des réponses prudentes et mesurées dont elle se souvenait de leur récente rencontre. « Merci, » dit-elle doucement alors que Jeff fermait le capot, d'avoir réparé la porte. « Merci de m'avoir laissé faire, » répondit-il, et il y avait quelque chose de plus profond dans sa voix, comme s'il la remerciait pour bien plus que l'opportunité de réparer une portière de voiture.
Alors qu'elle s'apprêtait à partir, Amara se tourna soudainement vers Jeff. « Monsieur Wilsman, est-ce que vous serez à l'école demain pour le club de sciences ?» Si Madame Chen ne me bannit pas pour avoir été un terrible surveillant de cours, dit Jeff avec un sourire. « Vous n'êtes pas terrible, » protesta Amara. « Vous avez aidé Sarah avec son genou, et vous connaissiez la physique de la marelle, et vous avez réparé notre voiture. Je pense que vous êtes plutôt doué pour surveiller. » La déclaration simple, livrée avec la sincérité d'une enfant de 9 ans, toucha clairement Jeff profondément. « Merci, Amara. Ça compte beaucoup pour moi. » Tandis qu'elle rentrait chez elle, Amara jacassant sur sa journée et son excitation pour le club de sciences du lendemain, Tamia se surprit à penser à l'homme qu'elle venait de laisser debout sur le parking de l'école. Ce n'était pas le PDG poli et distant qui s'était présenté à sa clinique il y a 2 semaines. C'était quelqu'un de plus doux, de plus vulnérable. Quelqu'un qui portait des pansements de super-héros, savait réparer des portières de voitures et écoutait des enfants de 9 ans expliquer la stratégie de la marelle avec un intérêt véritable. C'était quelqu'un qui lui rappelait dangereusement le garçon dont elle était tombée amoureuse 10 ans plus tôt. Ce soir-là, après qu'Amara se fut endormie, Tamia s'assit à sa table de cuisine avec une tasse de thé et essaya de traiter la journée. Son téléphone vibra avec un texto d'un numéro inconnu. « Merci de m'avoir laissé faire partie de son monde aujourd'hui, même juste pour quelques minutes. Je sais que je ne mérite pas ta confiance, mais je vais continuer à me présenter quand même. Pas parce que je pense que je peux forcer mon retour dans vos vies, mais parce qu'elle mérite de savoir que son père veut être là pour elle, même s'il faut du temps pour qu'elle veuille de moi aussi. Jeff. » Tamia fixa le message un long moment avant de répondre. Elle a demandé après toi ce soir, pour savoir si tu serais vraiment au club de sciences demain. Je lui ai dit que oui, tu y serais. Ne fais pas de moi une menteuse. Sa réponse arriva immédiatement. J'y serai, je le promets. Et pour la première fois en 10 ans, Tamia se surprit à croire que peut-être, les promesses de Jeff Wilsman pouvaient réellement signifier quelque chose après tout. De l'autre côté de la fenêtre de sa cuisine, la nuit de Seattle s'étendait, vaste et pleine de possibilités. Quelque part à travers la ville, Jeff était probablement éveillé aussi, pensant à la physique de la marelle, au pansement Wonder Woman et à la façon dont le visage de leur fille s'illuminait quand elle parlait de science. Pour la première fois depuis cette nuit dans le bus, Tamia s'autorisa à envisager la dangereuse possibilité que peut-être, juste peut-être, certaines personnes pouvaient vraiment changer, et que peut-être, juste peut-être, certaines histoires d'amour méritaient une seconde chance. Chapitre 7 – Guérir les blessures d'hier. L'appel survint à 2h17 du matin un mardi, tirant Tamia d'un sommeil agité. Le nom d'Amara sur l'écran de son téléphone envoya une panique immédiate dans son système, sa fille était censée être en sécurité dans son lit juste au bout du couloir. « Madame Bacco, ici le docteur Patterson de l'hôpital pour enfants de Seattle. Votre fille a été admise il y a environ 1 heure avec des symptômes de pneumonie. Elle est stable, mais nous aimerions que vous veniez. » Le monde de Tamia bascula. Une pneumonie? Mais elle allait bien quand je l'ai mise au lit. Elle avait juste une petite toux. L'état des enfants peut se dégrader très vite avec des infections respiratoires, dit doucement le docteur Patterson. Elle répond bien au traitement, mais elle réclame sa mère. Tamia enfilait déjà ses vêtements, ses mains tremblantes alors qu'elle cherchait ses clés. Madame Rodriguez, leur voisine qui surveillait Amara quand Tamia travaillait tard, avait dû la trouver luttant pour respirer et appeler le 911. Le téléphone de Tamia affichait 3 appels manqués. Elle avait été épuisée par une double garde et avait dormi à travers tout ça. Le trajet vers l'hôpital fut un flou de rues glissantes par la pluie et de gyrophares. L'esprit de Tamia s'emballait avec les pires scénarios, chaque peur qu'elle avait portée en tant que mère célibataire se cristallisant en une terreur aiguë. Et si elle la perdait? Et si elle avait raté les signes? Et si? Chambre 314, lui dit l'infirmière. Tamia courut dans le couloir, son cœur martelant contre ses côtes. Amara semblait si petite dans ce lit d'hôpital, éclipsée par les machines et les moniteurs, un masque à oxygène couvrant la moitié de son visage, mais ses yeux étaient alertes et ils s'illuminèrent quand elle vit sa mère. « Maman » murmura-t-elle alors que Tamia la serrait dans une étreinte prudente, attentive aux perfusions et aux câbles de surveillance. « Je suis là, mon bébé, je suis juste là. » Je n'arrivais plus à respirer, dit Amara, sa voix étouffée par le masque à oxygène. Madame Rodriguez a appelé l'ambulance et j'avais peur que tu ne me trouves pas. Je te retrouverai toujours, promit Tamia,
lissant les cheveux d'Amara sur son front fiévreux. Toujours. Le docteur Patterson apparut dans l'embrasure de la porte, une femme au visage bienveillant avec des cheveux grisonnants et des yeux fatigués. Elle va s'en sortir, assura-t-elle immédiatement à Tamia. Pneumonie bactérienne, prise à temps. Nous l'avons mise sous antibiotiques et assistance respiratoire. Elle devrait pouvoir rentrer à la maison dans quelques jours. Le soulagement inonda Tamia si puissamment qu'elle dut s'asseoir. Merci. Merci infiniment. Il y a quelqu'un en salle d'attente qui demande de ses nouvelles, ajouta le docteur Patterson. Un certain monsieur Wilsman? Il dit qu'il est un ami de la famille. Le cœur de Tamia rata un battement. Jeff est là? Il est là depuis environ 1 heure. Apparemment, Madame Rodriguez avait votre liste de contacts d'urgence et son numéro y figurait grâce au formulaire de bénévolat de l'école. Tamia ferma les yeux, se souvenant. Elle avait inscrit Jeff comme contact d'urgence pour les activités scolaires sans vraiment y réfléchir, un réflexe parce que son nom semblait naturel à côté du sien sur le formulaire. Pouvez-vous rester avec elle 1 minute, demanda Tamia au docteur Patterson. J'ai besoin d'eux. Bien sûr. Tamia trouva Jeff dans la salle d'attente des familles, faisant les 100 pas comme un lion en cage. Il s'était clairement habillé à la hâte, jean, t-shirt froissé, basket sans chaussettes. Ses cheveux étaient en désordre et ses yeux étaient cernés de rouge par l'épuisement et l'inquiétude. « Comment va-t-elle » demanda-t-il immédiatement en voyant Tamia. « Elle va s'en sortir » dit Tamia, et elle vit les épaules de Jeff s'affaisser de soulagement. Pneumonie bactérienne. Ils l'ont prise à temps. Jeff s'assit lourdement sur l'une des chaises en plastique inconfortable. Madame Rodriguez m'a appelé vers 1h30. Elle pleurait, disant qu'Amara ne pouvait pas respirer et que l'ambulance arrivait, et j'ai juste. Je devais être ici. Tu n'étais pas obligé de venir, dit Tamia doucement, prenant le siège à côté de lui. Si, je l'étais. Jeff la regarda avec une intensité qui lui coupa le souffle. C'est ma fille, Tamia. Quand on m'appelle pour me dire qu'elle est à l'hôpital, il n'y a aucun autre endroit au monde où je voudrais être. La simple déclaration, livrée avec une conviction absolue, brisa quelque chose dans la poitrine de Tamia. C'était ce dont elle avait rêvé il y a 10 ans. Un partenaire qui laisserait tout tomber pour être là quand leur enfant avait besoin d'eux. Quelqu'un qui comprenait que la parentalité signifiait être présent, surtout dans les moments effrayants. Elle demandait après toi, dit Tamia doucement. Dans l'ambulance, Madame Rodriguez a dit qu'elle répétait qu'elle voulait sa maman et son papa. Le souffle de Jeff se bloqua. Elle m'a appelé son papa? Pas directement, mais Madame Rodriguez a dit qu'elle parlait du gentil monsieur de l'école qui connaît la science et qui répare les choses. Elle voulait que tu sois là. Des larmes coulèrent sur les joues de Jeff, et il ne prit pas la peine de les essuyer. Je peux la voir? Ensemble, ils retournèrent dans la chambre d'Amara. Leur fille somnolait, les médicaments contre la fièvre la rendant endormie. Mais elle s'anima quand elle vit Jeff. Monsieur Jeff, dit-elle, sa voix encore rauque mais plus forte qu'avant. Tu es venu. Bien sûr que je suis venu, dit Jeff, se déplaçant de l'autre côté de son lit. J'ai entendu dire que tu ne te sentais pas bien, et je voulais m'assurer que tu avais tout ce dont tu avais besoin. Les docteurs sont gentils, rapporta Amara sérieusement. Et les machines sont vraiment intéressantes. Savais-tu qu'ils peuvent mesurer exactement combien d'oxygène il y a dans ton sang? C'est comme avoir un ordinateur à l'intérieur de son corps. Jeff sourit, son visage encore humide de larmes. C'est assez incroyable. Tu te sens mieux? Un peu. Ma poitrine me fait encore mal, mais pas autant. Et je n'ai plus peur parce que maman est là, et tu es là aussi. Nous sommes tous les deux là, confirma Jeff, croisant le regard de Tamia au-dessus de la tête de leur fille. Nous n'allons nulle part. Le docteur Patterson réapparut pour vérifier les signes vitaux d'Amara et ajuster ses médicaments. Elle répond magnifiquement au traitement, leur dit-elle. Mais ça va être une longue nuit. Vous êtes les bienvenus pour vous relayer si vous voulez. Les chaises se convertissent en lit d'appoint. Je reste, dit Tamia immédiatement. Moi aussi, ajouta Jeff. Tu n'es pas obligé, commença Tamia. Essaie de me faire partir, l'interrompit Jeff doucement. Et c'est juste. Au fur et à mesure que la nuit avançait, ils s'installèrent dans un rythme inattendu.
Tamia tenait la main d'Amara tandis que Jeff lui lisait un livre de faits scientifiques qu'il s'était procuré d'une manière ou d'une autre à la boutique de l'hôpital. Quand Amara s'endormit, ils s'assirent dans les chaises inconfortables, parlant en chuchotant pour ne pas la réveiller. Je n'arrête pas de penser à ce qui se serait passé si Madame Rodriguez n'avait pas été là, dit Tamia, l'épuisement rendant sa voix rauque. Si elle n'avait pas entendu Amara tousser à travers les murs fins, si elle n'avait pas pensé à aller vérifier. Mais elle était là, dit Jeff fermement, et Amara va bien. Cette fois. Tamia s'enroula les bras autour d'elle-même. Mais quand sera-t-il la prochaine fois? Et si je travaille une double garde et qu'il se passe quelque chose? S'il n'y a personne pour appeler le 911? Et si je la laisse tomber quand elle a le plus besoin de moi? Tu ne l'as pas laissé tomber, dit Jeff calmement. Tu lui as donné une voisine qu'il aime assez pour écouter à travers les murs. Tu lui as donné une communauté de gens qui se soucient d'elle. Tu lui as donné une mère qui remuerait ciel et terre pour la garder en sécurité. Je lui ai donné une vie où elle doit compter sur les voisins parce que son père n'était pas là, dit Tamia avec amertume. Non, dit Jeff, sa voix stable. Tu lui as offert une vie remplie d'amour, malgré le fait que son père était un idiot qui a laissé l'argent de sa famille compter plus que son cœur. L'honnêteté de la remarque, l'absence totale de défensive ou d'excuse, prit Tamia au dépourvu. Elle regarda Jeff, le regarda vraiment, et vit non pas le PDG poli ou l'ex-petit ami coupable, mais un homme qui était exactement aussi brisé et terrifié qu'elle. Je restais éveillé la nuit quand elle était petite, dit Tamia doucement, me demandant ce que je ferais si elle tombait malade, se blessait ou avait peur et que j'étais tout ce qu'elle avait. C'était le sentiment le plus solitaire au monde. Tu n'étais pas seul, dit Jeff doucement. Je veux dire, je sais que tu te sentais seul et c'est ma faute, mais tu n'as jamais été réellement seul. Tu avais Madame Rodriguez, ta mère et tous les gens de la clinique qui tiennent à toi. Tu as construit une famille pour elle, Tamia. Peut-être pas la famille que nous avions prévue, mais une famille néanmoins. Je voulais la famille que nous avions prévue, murmura-t-elle. Mon Dieu, Jeff, je la voulais tellement. Raconte-moi, dit-il. Raconte-moi ce que j'ai raté. Alors elle le fit. Assise dans la chambre d'hôpital faiblement éclairée pendant que leur fille dormait, Tamia raconta à Jeff ses envies de grossesse pour la glace menthe chocolat à 3 heures du matin, le fait d'aller au cours d'accouchement seul et de pratiquer les exercices de respiration avec un ours en peluche comme partenaire. Elle raconta le moment où Amara était née et où la sage-femme l'avait placée sur la poitrine de Tamia, et comment la première chose qu'elle avait remarquée, c'était que le bébé avait la nuance exacte des yeux verts de Jeff. Elle lui parla du premier mot d'Amara, maman, et de ses premiers pas, faits à 11 mois pendant que Tamia révisait pour un examen d'infirmière. Elle raconta la fois où Amara, à 3 ans, avait démonté leur grille-pain pour voir les parties chaudes à l'intérieur et comment elle l'avait remonté si parfaitement qu'il fonctionnait mieux qu'avant. Elle a commencé à poser des questions sur toi quand elle avait 4 ans, dit Tamia. Pas constamment, mais parfois. Généralement quand elle voyait d'autres enfants avec leur père au parc ou aux événements scolaires, elle voulait savoir si tu étais intelligent comme elle, si tu avais les yeux verts comme elle, si tu aimerais ses expériences scientifiques. Que lui as-tu dit? La vérité. Que tu étais l'homme le plus intelligent, le plus gentil et le plus merveilleux que j'ai jamais connu. Qu'elle tenait son esprit brillant de toi, et que où que tu sois, tu serais incroyablement fier de la personne qu'elle devenait. Jeff pleurait à nouveau, des larmes silencieuses coulant. Comment as-tu pu dire ces choses sur moi après ce que je t'ai fait? Parce que c'était la vérité, répondit simplement Tamia. Les larmes coulaient sur les joues de Jeff, éclairées par la lueur bleue des moniteurs. Ce n'est pas parce que tu es parti que tu n'étais pas merveilleux. Ce n'est pas parce que tu m'as brisé le cœur que j'ai cessé d'aimer l'homme qui m'avait donné le meilleur de lui-même. Tamia. La voix de Jeff se brisa. Je sais pourquoi tu es parti maintenant, poursuivit-elle. Les menaces de ton père, la pression, tout ça. Je comprends pourquoi un garçon de 20 ans aurait eu assez peur pour s'enfuir. Mais Jeff, tu dois comprendre ce que cela m'a fait. Je n'ai pas seulement perdu mon petit ami. J'ai perdu mon meilleur ami, mon partenaire d'études, mon avenir. J'ai perdu la personne qui me faisait croire que je pouvais tout accomplir. Je suis tellement désolé, chuchota Jeff. Je suis tellement désolé, Tamia. Je sais que les excuses ne réparent rien, mais je veux que tu saches qu'il ne s'est pas passé un seul jour en disant sans que je regrette de t'avoir laissé. Alors pourquoi n'es-tu pas revenu? La question sortit plus crûment qu'elle ne l'avait voulu. Même si tu as cru aux menaces de ton père au début, tu es un homme intelligent.
Tu as dû finir par réaliser qu'il te manipulait. Jeff resta silencieux un long moment, regardant Amara dormir. Lorsqu'il parla, sa voix était à peine audible. Parce que j'étais un lâche, dit-il. Parce que plus je restais loin, plus je me persuadais que tu étais mieux sans moi. Parce que je me disais que tu avais tourné la page, trouvé quelqu'un digne de toi, construit une belle vie que je ne ferais que détruire si j'essayais d'y revenir. Je n'ai jamais tourné la page, dit Tamia doucement. Il n'y a jamais eu personne d'autre. Comment le pourrait-il? Tu avais placé la barre impossiblement haut. Jeff la regarda avec une sorte d'émerveillement. Jamais? Quelques rendez-vous au fil des ans, rien de sérieux, rien qui m'ait fait ressentir ne serait-ce qu'une fraction de ce que je ressentais avec toi. Tamia effleura doucement le visage endormi d'Amara. Elle me suffisait. Construire une vie pour elle, la regarder devenir cette personne incroyable. C'était suffisant, mais solitaire. Mon Dieu, c'était si solitaire parfois. Je suis là maintenant, dit Jeff, et il y avait quelque chose de différent dans sa voix, ni suppliant ni désespéré, mais stable, certain. Je sais que je n'ai aucun droit de demander une autre chance. Je sais que je dois regagner ta confiance et prouver que je ne partirai plus. Cette fois-ci. Mais je suis là, Tamia, pour ce que ça vaut. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Tu es là? Jeff tendit la main à travers l'espace entre leurs chaises et prit la sienne. Son contact était chaud, familier, électrique d'une manière qui lui coupa le souffle. Ça veut dire que j'ai coupé tous les liens avec mon père et son entreprise, dit-il. Ça veut dire que je liquide mon fonds de fiducie pour lancer une fondation qui offrira des bourses aux mères célibataires qui font des études de médecine. Ça veut dire que j'ai acheté une maison dans le district scolaire d'Amara pour être près d'elle. Ça veut dire que je ne partirai plus jamais, que tu décides de me donner une autre chance ou non. Tamia le dévisagea. Tu as fait tout ça? J'ai fait tout ça, confirma-t-il. Parce que ceci. Il fit un geste pour englober leur fille dormant paisiblement entre eux. Ceci est ma famille. Tu es ma famille, et j'ai fini de laisser quiconque décider de ce qui compte plus que les gens que j'aime. Les mots restèrent suspendus dans l'air, chargés de 10 ans de nostalgie, de regret et d'espoir. Tamia sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, comme une porte qu'elle avait verrouillée il y a 10 ans et qui s'entr'ouvrait enfin. Jeff. Je t'aime, dit-il simplement. Je t'aime depuis que j'ai 20 ans, et je t'aimerai quand j'en aurai 90. J'aime la femme que tu étais à l'université, et j'aime la mère incroyable que tu es devenue. J'aime ta force et ta compassion, et la façon dont tu as élevé notre fille pour qu'elle soit brillante et gentille. J'aime que tu m'aies assez pardonné pour dire du bien de moi à elle, même quand tu avais toutes les raisons de l'empoisonner contre moi. Arrête, chuchota Tamia, mais sa main restait dans la sienne, et elle ne se retirait pas. Je ne te demande pas de m'aimer en retour, poursuivit Jeff. Pas encore. Je demande juste la chance de le mériter, la chance de prouver que je suis l'homme dont tu es tombée amoureuse, pas le garçon qui avait trop peur de se battre pour toi. Amara remua dans son sommeil, émettant un petit bruit de détresse. Les deux parents se penchèrent immédiatement en avant, Tamia lissant les cheveux de sa fille tandis que Jeff ajustait sa couverture. Pendant un instant, ils n'étaient que deux personnes, unies dans leur amour pour leur enfant, travaillant ensemble pour son confort. Elle a besoin de nous deux, dit doucement Tamia en regardant Amara se rendormir paisiblement. Oui, approuva Jeff, c'est vrai. J'ai peur, admit Tamia. J'ai peur de te faire confiance à nouveau. J'ai peur de te laisser entrer dans notre vie, et que tu décides ensuite que c'est trop dur ou trop compliqué. J'ai peur qu'Amara s'attache à toi et te perde ensuite. J'ai peur aussi, dit honnêtement Jeff. J'ai peur de tout gâcher. J'ai peur de ne jamais être assez bien pour mériter l'une ou l'autre de vous deux. J'ai peur que 10 ans soient trop longs pour revenir en arrière. Peut-être qu'on peut avoir peur ensemble, dit Tamia, et quelque chose dans sa voix fit que Jeff la regarda brusquement. Tamia? Je n'ai jamais cessé de t'aimer non plus, dit-elle dans un souffle, les mots explosant comme s'ils s'étaient accumulés sous pression pendant 10 ans. J'ai essayé, Dieu sait que j'ai essayé. Mais tu es toujours là, dans chaque bon souvenir, dans chaque moment de bonheur avec Amara. Tu es dans son rire, dans sa curiosité et dans son menton têtu. Tu es dans sa façon d'aborder les problèmes et de voir le monde. Je ne pouvais pas arrêter de t'aimer, parce que tu es tissé dans tout ce qu'il y a de bon dans ma vie. La main de Jeff se resserra sur la sienne. Est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je veux essayer, dit Tamia, la voix tremblante.
Ça veut dire que je veux croire que les gens peuvent changer, que l'amour peut être plus fort que la peur, que notre famille peut être ce que nous avons toujours rêvé qu'elle soit. Tu es sûr? Au lieu de répondre par des mots, Tamia se leva et se rapprocha de la chaise de Jeff. Il leva les yeux vers elle, le regard interrogateur, et elle put voir sa propre vulnérabilité s'y refléter, le même espoir désespéré, la même nostalgie terrifiée. Je suis sûr, chuchota-t-elle en se penchant pour l'embrasser. Le baiser fut doux au début, hésitant, comme s'ils avaient tous deux peur que l'autre ne disparaisse. Mais ensuite, la main de Jeff remonta pour prendre son visage en coupe, et Tamia fondit contre lui avec un sanglot de soulagement et de reconnaissance. C'était ça, la maison. C'était ce qui lui avait manqué pendant 10 ans. Pas juste le contact physique, mais le sentiment d'être complètement connu et complètement aimé. Quand ils se séparèrent, tous deux pleuraient. « Tu m'as manqué » chuchota Jeff contre ses lèvres. « Chaque jour. »« Tu m'as manqué. »« Tu m'as manqué aussi » répondit Tamia. « Tellement que j'avais l'impression qu'il me manquait une partie de moi-même. » Ils se serrèrent l'un contre l'autre dans la chambre d'hôpital faiblement éclairée, leur fille dormant paisiblement à côté, et pour la première fois en 10 ans, ils se sentirent tous deux complets. Dehors, l'aube commençait à poindre sur Seattle, peignant le ciel de nuances d'espoir et de nouveaux départs. « Qu'est-ce qui se passe maintenant » demanda Tamia, la tête sur l'épaule de Jeff. « Maintenant, on prend les choses au jour le jour » dit Jeff en déposant un baiser sur ses cheveux. « Maintenant, on apprend à être une famille. Maintenant, on montre à Amara à quoi ça ressemble quand deux personnes s'aiment assez pour se battre pour leur bonheur. »« Je veux ça » dit Tamia. « Je veux tout ça. »« Alors nous l'aurons » promit Jeff. « Quoi qu'il en coûte, peu importe le temps que ça prendra, nous l'aurons. » Alors que le soleil se levait sur la ville, Amara remua et ouvrit les yeux pour trouver ses deux parents au chevet de son lit, se tenant la main et souriant à travers leurs larmes. « Est-ce que vous allez bien » demanda-t-elle, la voix encore rauque mais inquiète. « Nous sommes parfaits » dit Tamia en embrassant le front de sa fille. « Nous sommes enfin parfaits. » Et pour la première fois de ses 9 années de vie, Amara se rendormit en se sentant complètement en sécurité, entourée de l'amour de ses deux parents et de la promesse de tous les lendemains qu'ils partageraient ensemble. 3 semaines après l'hôpital, Amara avait retrouvé son énergie, bien que Tamia retienne encore son souffle chaque fois que sa fille toussait. Jeff n'était plus le bénévole amical mais une présence constante, allant chercher Amara à l'école, aidant aux devoirs, réparant leur machine à laver et lui apprenant à changer un pneu. Aujourd'hui, c'était le 10e anniversaire d'Amara, et Jeff avait prévu la célébration la plus épique de l'histoire des enfants de 10 ans. Leur petit appartement était décoré de serpentins violets et argentés, et la table basse gémissait sous le poids des cadeaux soigneusement emballés. « Ferme les yeux » dit Jeff en plaçant une grande boîte devant Amara. « Celui-ci est spécial. »« D'accord » gloussa Amara en couvrant ses yeux, tandis que Tamia observait depuis l'encadrement de la cuisine, le cœur gonflé d'amour. « Ok, ouvre-les. » Amara halta devant le télescope, un instrument magnifique de qualité professionnelle. « C'est exactement comme ceux qu'utilisent les vrais astronomes » expliqua Jeff en s'agenouillant près d'elle. « On peut l'installer ce soir et regarder la Lune, Jupiter, et peut-être quelques nébuleuses. »« C'est pour moi » souffla Amara en passant ses mains sur le métal lisse. « Vraiment ? » ?»« Vraiment, » confirma Jeff. « Je me suis dit qu'il était temps que tu aies des outils à la hauteur de ta curiosité pour l'univers. » Amara jeta ses bras autour du cou de Jeff. « Merci, Jeff. C'est le meilleur cadeau qu'on ne m'ait jamais fait. »« De rien, ma chérie. Mais il y a autre chose que je veux te donner aujourd'hui, quelque chose d'encore plus important qu'un télescope. » Amara pencha la tête avec curiosité. « C'est quoi ?» Jeff jeta un coup d'œil à Tamia, qui hocha la tête pour l'encourager. Ils avaient parlé de ce moment pendant des jours, essayant de trouver les bons mots, le bon moment. Mais en voyant le visage de leur fille s'illuminer d'émerveillement et de joie, entourée par la preuve de combien elle était aimée, Tamia sut qu'il n'y aurait jamais de moment plus parfait. « Eh bien, » dit Jeff prudemment, « tu sais comme tu t'es toujours posé des questions sur ton papa. » L'expression d'Amara devint sérieuse. « Ouais, maman dit qu'il était vraiment intelligent et qu'il serait fier de moi. »« Ta maman a absolument raison, » dit Jeff, la voix chargée d'émotion. « Il est incroyablement fier de toi chaque jour. »« Comment tu le sais ?» demanda Amara, confuse. Jeff prit une profonde inspiration. « Parce que, Amara. Je suis ton papa. » Les mots restèrent suspendus dans l'air.
Amara fixa Jeff de ses grands yeux verts, assimilant l'information avec une considération prudente. Tu es mon papa, dit-elle lentement. Mon vrai papa. Ton vrai papa, confirma Jeff. Je le savais. L'interrompit Amara, son visage s'ouvrant en un sourire éclatant. Je veux dire, je ne le savais pas consciemment, mais quelque chose en moi le savait. Tu as mes yeux, et tu penses comme moi, et tu comprends la science de la même façon que moi. Et tu ressembles à la famille, tu sais, comme si ta place était avec nous. L'acceptation simple et innocente frappa Jeff comme un coup physique. Il avait passé des semaines à angoisser sur cette conversation, imaginant de la colère, de la confusion ou du rejet. Il n'avait jamais imaginé que sa fille accueillerait la nouvelle avec une joie pure. « Tu n'es pas fâché ?» demanda-t-il, la voix n'étant plus qu'un murmure. « Pourquoi je serais fâché ?» demanda Amara avec pragmatisme. « J'ai voulu un papa toute ma vie, et il s'avère que j'en avais un depuis le début. C'est genre la meilleure surprise d'anniversaire de tous les temps. » Jeff rit, mais cela sortit comme un sanglot. « Je suis désolé de ne pas avoir été là avant. Je suis désolé que ça m'ait pris autant de temps pour te trouver. Mais tu es là maintenant, dit Amara, faisant écho aux mots que Jeff avait dit à Tamia à l'hôpital. C'est ça qui compte, non? Que tu sois là maintenant, et que tu restes? Je ne partirai jamais, promit Jeff en la tirant dans ses bras. Jamais, jamais, jamais. Tu es coincé avec moi pour le restant de ta vie. Bien, dit fermement Amara en le serrant en retour. Parce que j'ai plein d'expériences scientifiques prévues, et je vais avoir besoin d'un assistant. Tamia essuya les larmes de ses joues en regardant sa fille et Jeff s'étreindre. 10 ans de séparation guérissant en l'espace d'une seule étreinte. C'était à ça que ressemblait l'amour. Pas parfait, pas sans cicatrices, mais complet, incassable et absolument juste. Alors, dit Amara en se reculant pour regarder ses deux parents. Est-ce que ça veut dire qu'on est une famille maintenant? Genre, officiellement. On a toujours été une famille, dit Tamia en les rejoignant sur le canapé. Il nous manquait juste un morceau pendant un moment. Mais maintenant on est tous ensemble, dit Amara avec satisfaction. Maman, papa et moi. Une vraie famille. Le mot papa prononcé par la voix claire et confiante d'Amara fit fermer les yeux à Jeff qui prit une inspiration tremblante. 10 ans à se demander. 10 ans de culpabilité, de regret et de nostalgie désespérée. Et tout se résumait à ça. Sa fille l'appelant papa, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. « Est-ce que je peux te demander quelque chose ?» dit Amara en regardant ses parents avec curiosité. « Tout ce que tu veux » répondit Jeff immédiatement. « Pourquoi tu n'étais pas là avant ? Je veux dire, je ne suis pas fâché ou quoi que ce soit, mais j'aimerais comprendre. » Jeff et Tamia échangèrent des regards. Ils s'étaient aussi préparés à cette question, essayant de trouver une explication adaptée à son âge pour parler de la pression familiale, de la manipulation et des erreurs que les gens font quand ils sont jeunes et effrayés. Parfois, dit Jeff avec précaution, les adultes prennent de très mauvaises décisions. Quand ils ont peur. Quand j'étais plus jeune, j'ai laissé d'autres personnes me convaincre que partir était la bonne chose à faire, même si je sentais dans mon cœur que c'était faux. Je pensais que je te protégeais, toi et ta maman, mais en réalité, j'étais juste lâche. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis ? demanda Amara. Je t'ai vu, dit simplement Jeff. À la foire scientifique. J'ai regardé cette fille brillante et magnifique expliquer l'analyse statistique comme si c'était de la poésie, et j'ai réalisé que j'avais été un idiot. J'ai réalisé que rien au monde n'était plus important que d'être ton papa. Amara considéra cela avec le sérieux de quelqu'un de bien plus âgé que 10 ans. Eh bien, dit-elle finalement, je suis contente que tu aies compris, même si ça t'a pris vraiment longtemps. Moi aussi, approuva Jeff, et je promets qu'à partir de maintenant, je vais prendre de bien meilleures décisions, à commencer par celle-ci. Il fouilla dans sa poche et sortit une petite boîte en velours, coupant le souffle de Tamia. « Jeff, dit-elle, la voix pleine d'avertissement. Qu'est-ce que tu fais ? Quelque chose que j'aurais dû faire il y a 10 ans, dit-il en glissant du canapé pour s'agenouiller devant Tamia et Amara. Quelque chose que je veux faire devant notre fille, pour qu'elle sache que quand je fais des promesses maintenant, je les tiens. Les yeux d'Amara s'écarquillèrent. Tu vas demander maman en mariage ? Si elle veut bien de moi, dit Jeff, ses yeux ne quittant jamais le visage de Tamia. Tamia Bako, tu es l'amour de ma vie, la mère de mon enfant, et la personne la plus forte que j'ai jamais connue. Je sais que je ne mérite pas une autre chance, mais je la demande quand même.
Veux-tu m'épouser? Me laisseras-tu passer le reste de ma vie à prouver que je suis digne de toi et d'Amara? Tamiya fixa la bague, un simple solitaire qui capturait la lumière matinale comme un éclat d'étoile, et sentit son cœur bégayer. C'était trop tôt, protesta son esprit pratique. Ils n'étaient ensemble que depuis 3 semaines. Ils avaient tant de choses à régler, tant de conversations à avoir. Mais ensuite, elle regarda le visage d'Amara, rayonnant d'excitation et d'espoir, et celui de Jeff, ouvert et vulnérable, plein de ce genre d'amour qui lui avait toujours fait croire aux choses impossibles. « Dis oui, maman », chuchota Amara, sautillant d'impatience. « S'il te plaît, dis oui. Je veux tellement qu'on soit une vraie famille. » « Nous sommes déjà une vraie famille, » dit Tamiya, mais elle souriait à travers ses larmes. « Mais oui. Oui, je veux t'épouser. » Le visage de Jeff se décomposa de soulagement et de joie alors qu'il glissait la bague à son doigt. Elle allait parfaitement, et Tamiya réalisa avec un sursaut que c'était exactement la bague qu'ils avaient regardée dans la vitrine d'une bijouterie il y a 10 ans, quand ils étaient jeunes, fauchés et qu'ils planifiaient un avenir qui semblait impossiblement brillant. « Tu t'es souvenu » chuchota TL. « Je me suis souvenu de tout » dit Jeff en embrassant sa main. « Chaque conversation, chaque rêve, chaque promesse qu'on s'est faite. Je les porte avec moi depuis 10 ans, attendant la chance de les réaliser. C'est tellement romantique, déclara Amara en tapant dans ses mains. On va faire un mariage? Je peux être la demoiselle d'honneur? On pourra avoir du gâteau? On aura le mariage le plus grand et le plus beau que tu voudras, promit Jeff en rassemblant Tamiya et Amara dans ses bras, avec du gâteau, des fleurs, de la danse et tout le reste. Et tu seras vraiment mon papa pour toujours, demanda Amara, redevenant soudainement sérieuse. Tu ne vas pas changer d'avis, ou devoir partir pour le travail ou quoi que ce soit. Je serai vraiment ton papa pour toujours, dit solennellement Jeff. Je t'adopterai officiellement si c'est ce que tu veux, pour que le monde entier sache que tu es à moi. Je viendrai à chaque événement scolaire, chaque foire scientifique, chaque match de foot et chaque récital. Je t'aiderai pour tes devoirs, je t'apprendrai à conduire et je t'accompagnerai jusqu'à l'hôtel à ton mariage un jour. En supposant que je ne t'enferme pas dans une tour pour garder les garçons loin de toi. Amara gloussa. Tu ne peux pas m'enfermer dans une tour. C'est scientifiquement irréalisable. Peut-être juste une très haute maison avec d'excellents systèmes de sécurité, concéda Jeff, faisant rire ses 2 filles. Alors qu'ils étaient assis ensemble sur le canapé, Amara entre ses parents, admirant la bague de Tamiya et faisant des plans pour le mariage, le télescope oublié dans sa boîte, aucun d'eux ne remarqua la berline noire garée de l'autre côté de la rue ou le photographe avec le téléobjectif capturant des images de leur moment familial parfait. Dans son bureau du centre-ville, Harold Wilsman étudia les photos avec un calcul froid. Son fils avait choisi sa voie, avait coupé les liens avec l'entreprise familiale et la fortune pour jouer à la dinette avec une infirmière et son enfant. C'était décevant, mais pas surprenant. Jeffrey avait toujours été trop mou, trop sentimental. Mais Harold avait bâti un empire en n'acceptant jamais la défaite avec grâce, et il n'était pas sur le point de commencer maintenant. Si Jeffrey voulait jeter son droit de naissance pour cette femme et sa fille, qu'il en soit ainsi, mais il ne leur faciliterait pas la tâche. Harold prit son téléphone et composa un numéro familier. « Elena, c'est Harold Wilsman. Je pense qu'il est temps que nous discutions. Tu es revenu à Seattle? Il semble que Jeffrey ait besoin d'être guidé pour faire des choix de vie appropriés. » Mais dans le petit appartement de Tamiya, entouré de décorations d'anniversaire et rempli de rires, la famille Wilsman était trop perdue dans son propre bonheur pour sentir l'orage qui se préparait à l'horizon. Pour l'instant, ils avaient ce moment parfait et complet où ils étaient exactement qui ils étaient censés être. Amara regarda la bague au doigt de sa mère, puis le visage de Jeff, puis de nouveau sa mère. « Je vous aime tellement tous les deux, dit-elle simplement. Merci de vous être retrouvés. Merci de m'avoir trouvé. Merci de nous avoir attendus, dit Jeff en embrassant le sommet de sa tête. Merci d'avoir été patiente pendant qu'on comprenait comment être les parents que tu méritais. Merci d'être exactement qui tu es, ajouta Tamiya en enroulant ses bras autour de son futur mari et de leur fille. Merci d'être notre espoir, notre cœur et notre tout. Dehors, Seattle scintillait sous le soleil de l'après-midi plein de possibilités et de nouveaux départs, et dans un petit appartement rempli d'amour, une famille qui avait été brisée était enfin, magnifiquement, entière. Alors qu'ils installaient le télescope sur l'escalier de secours, Jeff montra à Amara comment trouver Jupiter pendant que Tamiya préparait du chocolat chaud, une tradition d'anniversaire depuis qu'Amara avait 4 ans.
Papa, regarde, s'exclama Amara. Jupiter a des rayures, et ces petits points, ce sont vraiment des lunes? Ce sont vraiment des lunes, confirma Jeff, le cœur se gonflant chaque fois qu'elle l'appelait papa. Io, Europe, Ganymède et Callisto. Galilée les a découvertes il y a plus de 400 ans. Donc on voit la même chose que Galilée voyait. C'est comme voyager dans le temps avec la lumière. Jeff croisa le regard de Tamia au-dessus de la tête de leur fille, tous deux émerveillés par l'esprit brillant qu'ils avaient créé ensemble. Fais un vœu, dit Jeff à Amara alors qu'ils apercevaient leur première étoile filante. Je n'en ai pas besoin, répondit Amara, blottie en sécurité entre ses parents sous une couverture. Tout ce que j'ai toujours souhaité s'est déjà réalisé. Et tandis que les étoiles tournoyaient au-dessus de leur tête, la famille nouvellement réunie se serra fort et rêva de tous les lendemains qu'ils partageraient, inconscients que leur plus grande épreuve était encore à venir, mais confiants qu'ensemble, ils pourraient traverser n'importe quelle tempête. Chapitre 9, quand l'amour affronte sa plus grande épreuve. Les papiers juridiques arrivèrent un mardi matin, livrés par un coursier qui avait l'air désolé. À l'intérieur se trouvait une requête qui glaça le sang de Tamia. Helena Ashworth Wilsman contre Geoffrey Wilsman et Tamia Bako, requête pour la garde d'urgence et la tutelle de l'enfant mineur Amara Bako. Les mains de Tamia tremblaient alors qu'elle lisait. La requérante demande la garde d'urgence de l'enfant mineur Amara Bako, âgé de 10 ans, au motif que la situation de vie actuelle présente un danger immédiat pour le bien-être de l'enfant. Le père biologique a démontré un schéma d'abandon et d'instabilité, ayant précédemment abandonné toute responsabilité parentale pendant 10 ans avant de réintégrer soudainement la vie de l'enfant. La mère biologique a fait preuve de manque de jugement en autorisant une influence instable autour de sa fille vulnérable. Les mots se brouillèrent alors que les larmes remplissaient ses yeux. Helena Ashworth Wilsman, l'ex-femme de Jeff, la femme qu'il avait brièvement épousée à Boston avant de divorcer 2 ans plus tard. Tamia ne l'avait jamais rencontrée, mais elle connaissait le nom. La vieille bourgeoisie de Boston, le genre de femme qu'Harold Wilsman avait toujours voulu que son fils épouse. Maman? Amara apparut dans l'encadrement de la cuisine, sac à dos sur l'épaule, prête pour l'école. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air effrayée. Tamia plia rapidement les papiers, forçant un sourire. Rien, ma chérie, juste de la paperasse d'adulte ennuyeuse. Tu es prête pour ton contrôle de maths aujourd'hui? J'ai révisé avec papa hier soir, tu te souviens? Il a dit que je pourrais probablement faire le cours moi-même à ce stade. Le visage d'Amara s'illumina à la mention de Jeff, comme toujours. Au cours des 2 mois depuis qu'ils étaient devenus une famille officielle, elle s'était épanouie comme une fleur au soleil, rassurée de savoir que ses 2 parents l'aimaient inconditionnellement. L'idée que quelqu'un essaie de lui enlever cette sécurité rendait Tamia physiquement malade. Maman, sérieusement, qu'est-ce qu'il y a dans ces papiers? Demanda Amara, sa perspicacité de 10 ans perçant à jour la tentative de tromperie de Tamia. Tu as la même tête que quand j'étais à l'hôpital. Avant que Tamia ne puisse répondre, la clé de Jeff tourna dans la serrure. Il avait emménagé officiellement il y a 3 semaines, après des fiançailles éclairs et un mariage simple au tribunal avec juste Amara, Madame Rodriguez et la mère de Tamia comme témoins. Ils avaient prévu une plus grande fête pour plus tard, mais aucun d'eux n'avait voulu attendre pour être une famille. Bonjour, mes belles filles. Lança Jeff, apparaissant dans la cuisine avec du café et des viennoiseries de la boulangerie préférée d'Amara. Mais son sourire s'effaça quand il vit le visage de Tamia. Qu'est-ce qu'il y a? Silencieusement, Tamia lui tendit les papiers juridiques. Elle regarda son expression changer à la lecture. La confusion laissant place à la compréhension, puis à une fureur si intense qu'elle le fit physiquement reculer d'un pas. Cette garce, dit-il doucement, avant de regarder immédiatement Amara. Pardon, ma chérie. Ce n'est pas un langage approprié. Qui est Helena Ashworth Wilsman? Demanda Amara, lisant par-dessus l'épaule de Jeff avec cette compréhension rapide qui rendait ses parents fiers et terrifiés dans une égale mesure. Jeff referma les papiers avant qu'elle ne puisse en lire davantage. C'est quelqu'un de mon passé, avant que je ne revienne vers toi et ta maman. Et elle veut m'emmener loin d'ici. La voix d'Amara était petite, effrayée d'une manière qui brisa le cœur des 2 parents. Personne ne t'emmènera nulle part, dit fermement Jeff en s'agenouillant à sa hauteur. Je te le promets, Amara, personne ne séparera jamais notre famille. Mais elle dit que tu m'as abandonné, dit Amara, les yeux se remplissant de larmes. Elle dit que maman a fait de mauvais choix. Elle dit beaucoup de choses qui ne sont pas vraies, l'interrompit Tamia en tirant sa fille dans une étreinte féroce.
Certaines personnes essaient de blesser les autres en disant des méchancetés dans des papiers juridiques, mais ça ne les rend pas vrais pour autant. Alors pourquoi elle fait ça, demanda Amara. Jeff et Tamia échangèrent des regards au-dessus de la tête de leur fille. Comment expliquer à une enfant de 10 ans que certaines personnes voient les enfants comme des pions dans des jeux plus vastes? Que l'argent et le pouvoir peuvent corrompre les gens au point de croire qu'ils ont le droit de détruire des familles à leur propre fin. Parfois, dit Jeff avec soin, quand les gens sont en colère à propos des choix que d'autres font, ils essaient d'utiliser les tribunaux pour forcer les choses à aller dans leur sens. Elena est en colère que j'ai choisi d'être avec toi et ta maman au lieu de rester mariée avec elle. Mais tu nous aimes, dit Amara, comme si ce simple fait devait régler la question. Plus que tout au monde, confirma Jeff. Et c'est exactement pour ça qu'on va se battre contre ça et qu'on va gagner. Après avoir envoyé Amara à l'école avec des câlins supplémentaires et des rassurances, Jeff appela immédiatement son avocat tandis que Tamia faisait les 100 pas dans la cuisine, lisant et relisant la requête de garde. Richard, j'ai besoin que tu laisses tout tomber, dit Jeff au téléphone. Elena demande la garde d'urgence d'Amara. Oui, je sais que ça a l'air dingue. Non, je me fiche de ce que ça coûte. Parce que c'est ma fille, et je ne la perdrai pas. La conversation à l'autre bout du fil n'était clairement pas encourageante, à en juger par les réponses de plus en plus tendues de Jeff. Qu'est-ce que tu veux dire par « elle a des motifs » exigea Jeff. Je suis dans la vie d'Amara de manière constante depuis des mois maintenant. Oui, je comprends que 10 ans d'absence, ça ne présente pas bien. Non, Tamia n'est pas une mère incompétente. C'est putain de ridicule. Le téléphone de Tamia sonna pendant que Jeff se disputait avec son avocat. Numéro inconnu. Madame Bacco, ici Elena Ashworth-Wilsman. Je pense que nous devons parler. La voix était nette, éduquée, avec un accent d'école privée d'élite. La main libre de Tamia se crispa. Je n'ai rien à vous dire. Retrouvez-moi pour un café dans 1 heure. Pike Place Market, café du 2e niveau. Venez seul. Je ne vais pas à Madame Bacco, j'ai des avocats, des ressources illimitées et un argument convaincant selon lequel une enfant de 10 ans mérite la stabilité plutôt que d'être prise dans la crise de la quarantaine de son père. 1 heure. La ligne fut coupée. C'était qui, demanda Jeff, ayant terminé son propre appel. Elena. Elle veut qu'on se voie. Absolument pas, dit Jeff immédiatement. Tamia, tu ne peux pas, je dois le faire, l'interrompit Tamia. S'il y a la moindre chance de résoudre ça sans faire subir à Amara une bataille pour sa garde, je dois essayer. 1 heure plus tard, Tamia était assise en face d'Elena Ashworth-Wilsman dans un café surplombant Elliott Bay. Elena était éblouissante, de cette manière qu'ont les femmes qui n'ont jamais douté de leur valeur. Une beauté blonde, élégante et raffinée qui ornait les couvertures de magazines. Vous êtes plus jolie que ce à quoi je m'attendais, dit Elena en remuant le sucre dans son café. Je peux voir pourquoi Geoffrey s'est entiché de vous. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux récupérer Geoffrey, dit simplement Elena, et je suis prête à utiliser tous les leviers nécessaires. Y compris essayer de nous prendre notre fille. Votre fille est un levier. Je ne veux pas vraiment la garde d'une enfant de 10 ans. Les enfants sont bruyants et gênent les voyages. Mais Geoffrey a toujours été sentimental à propos de la famille. La cruauté désinvolte retourna l'estomac de Tamia. Vous parlez d'une enfant. Je parle d'un atout stratégique, l'interrompit Elena, un atout que vous allez m'aider à déployer. Je ne ferai jamais mais vous le ferez. Parce que l'alternative est une bataille pour la garde très publique qui traumatisera votre fille et exposera chaque détail de votre relation à l'examen des médias. Tamia se sentit malade. Il n'y a rien de mal à travailler dur pour soutenir ma famille. Bien sûr que non, approuva Elena doucereusement. Mais un bon avocat peut faire passer n'importe quoi pour de l'irresponsabilité. Les gardes de nuit à la clinique pendant que votre fille était seule à la maison. Les traiteurs qui vous tenaient éloignés les week-ends. Le fait que vous ayez laissé Geoffrey entrer dans sa vie si rapidement après 10 ans d'absence, sans évaluation psychologique appropriée ni vérification des antécédents. C'est son père. Laisse-t-il? Le sourire d'Elena devint prédateur. Parce que mes avocats ont été très minutieux, mademoiselle Bacco. Il n'y a pas de test de paternité au dossier, pas de documentation légale établissant les droits parentaux de Geoffrey. Pour ce que le tribunal en sait, vous êtes une mère célibataire désespérée qui s'est accrochée à un homme riche et a convaincu une petite fille solitaire de l'appeler papa. Les mots frappèrent Tamia comme des coups physiques.
Tout ce que disait Elena était techniquement vrai, dans leur joie d'être réunis, ils ne s'étaient jamais souciés des formalités légales. Le certificat de naissance d'Amara indiquait « père inconnu », et ils avaient prévu de s'occuper des papiers d'adoption après le mariage. « Qu'est-ce que vous voulez » demanda à nouveau Tamia, la voix creuse. « Je veux que vous convainquiez Geoffrey que cette relation ne fonctionne pas, » dit Elena. « Je veux que vous lui disiez que la pression est trop forte, qu'Amara est confuse et qu'elle agit bizarrement, que vous pensez qu'il vaut mieux qu'il prenne du recul pour un moment. Je veux que vous rompiez avec lui. Et si je fais ça ? Alors je retire la demande de garde avec une déclaration gracieuse disant que j'étais inquiète pour le bien-être de l'enfant, mais que je vois maintenant que la situation s'est résolue naturellement. Tout le monde gagne. Sauf Amara, fit remarquer Tamia. Et Jeff. Et moi. Eh bien, dit Elena avec un haussement d'épaule. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Tamia fixa cette femme, belle, riche, totalement dépourvue de conscience, et ressentit une rage si pure qu'elle en fut surprise. Non, dit-elle simplement. Les sourcils d'Elena se levèrent. Pardon ? J'ai dit non. Tamia se leva, les mains tremblantes mais la voix assurée. Je ne vais pas détruire ma famille pour satisfaire votre besoin tordu de contrôle. Si vous voulez nous combattre au tribunal, allez-y. Mais je ne vais pas vous livrer Geoffrey et Amara juste parce que vous nous menacez. Madame Bacot, vous ne comprenez pas à quoi vous vous attaquez. Je comprends parfaitement, l'interrompit Tamia. Je m'attaque à une femme gâtée qui pense que les gens sont des possessions à collectionner et à échanger. Mais voici ce que vous ne comprenez pas, Geoffrey n'est pas le même homme que celui que vous avez épousé. Ce n'est pas quelqu'un qu'on peut manipuler ou menacer pour qu'il abandonne sa famille. Et Amara et moi n'allons nulle part. Le calme d'Elena se fissura légèrement. Vous faites une erreur. J'ai des ressources que vous ne pouvez même pas imaginer, et j'ai quelque chose que vous ne comprendrez jamais, dit Tamia en se penchant en avant. J'ai une famille pour laquelle ça vaut la peine de se battre. J'ai une fille qui mérite ses 2 parents, et un mari qui brûlerait le monde entier avant de laisser quiconque nous faire du mal. Vous ne pouvez pas acheter ça, Elena. Vous ne pouvez pas le menacer ou le manipuler pour le faire disparaître. On verra, dit Elena froidement. Alors que Tamia s'éloignait du café, son téléphone vibra avec un texto de Jeff. Comment ça s'est passé ? Elle te veut toi et elle utilise Amara comme levier, tape Tamia en réponse. Mais je lui ai dit non. Bien. Rentre à la maison. On doit se préparer à la guerre. Mais quand Tamia arriva chez elle, elle trouva Jeff à leur table de cuisine avec un homme en costume coûteux, clairement l'avocat d'Elena. Tamia, dit Jeff, le visage gris. Voici David Morrison. Il représente Elena, Madame Bacot, dit froidement Morrison. Je suis ici pour vous informer que ma cliente a déposé une motion d'urgence pour une garde temporaire immédiate, citant de nouvelles preuves de danger imminent. Quelles preuves ? Exigea Tamia. Morrison sortit des photographies. Celle-ci montre l'enfant marchant seul vers l'école, traversant des rues passantes sans supervision adulte. Tamia regarda les images de la routine matinale normale d'Amara. Elle marche pour aller à l'école, plein d'enfants marchent pour aller à l'école. Pas les enfants qui font l'objet de conflits de garde, répondit Morrison. L'audience est demain à 9h. Après le départ de Morrison, Jeff et Tamia restèrent assis dans un silence stupéfait. Ils vont nous la prendre, chuchota Tamia. Non, dit Jeff avec ferveur en la tirant dans ses bras. Ils ne prendront pas Amara. Ce soir-là, quand Amara rentra à la maison, bouillonnante d'enthousiasme pour un projet scientifique, ils durent lui parler de l'audience au tribunal. Mais je ne veux pas vivre avec Elena, dit Amara effrayée. Je veux rester avec toi et papa. On va se battre pour toi, promit Jeff. Quoi qu'il arrive, on va se battre pour notre famille. Chapitre X, la victoire parfaite de l'amour. Le tribunal du comté de King bourdonnait de tension. La juge Patricia Chen présidait la salle d'audience 4B avec une efficacité sans fioriture. Tamia était assise à côté de Jeff, se sentant dépassée par l'équipe juridique d'Elena. Mais derrière eux, la galerie était remplie d'un soutien inattendu. Madame Rodriguez, le docteur Martinez et les infirmières de la clinique, Madame Chen et les professeurs de l'école d'Amara, et la mère de Tamia, Maria, qui avait pris l'avion malgré sa peur de voler. La seule préoccupation de ce tribunal est l'intérêt supérieur de l'enfant, commença la juge Chen. Rien d'autre ne compte. L'avocat d'Elena appela un détective privé qui avait photographié Amara,
mais au lieu de soutenir leur dossier, il témoigna, elle semblait heureuse, confiante. Tout le quartier veille sur elle. Si je peux me permettre, elle semblait plus éveillée et socialement connectée que la plupart des enfants que j'observe. Madame Rodriguez témoigna du dévouement de Tamia, et de la façon dont Tamara était enfin complète avec Jeff dans sa vie. Le docteur Martinez parla du professionnalisme de Tamia. Madame Chen décrivit les réussites remarquables d'Amara, mais ce fut le témoignage de Maria qui émut vraiment la salle d'audience. Ma fille, dit-elle dans un anglais fortement accentué, luttant pour trouver ses mots, elle a tout abandonné pour Amara. L'école de médecine, ses rêves, tout. Elle travaille 3 boulots, ne se plaint jamais. Elle s'assure qu'Amara a tout ce dont elle a besoin, amour, éducation, valeur. Quand Jeff est revenu, j'ai vu ma fille enfin heureuse à nouveau. Je vois ma petite fille avoir un papa qui l'aime comme elle le mérite. Madame Bacot, demanda doucement Richard, à votre avis, Amara est-elle mieux avec ses 2 parents? Les yeux de Maria se remplirent de larmes. Mijo, dit-elle en regardant directement Jeff, tu as fait très mal à ma fille il y a 10 ans, mais je te vois maintenant. Je vois comment tu les aimes toutes les 2. Amara a besoin de son papa. La famille, c'est la famille. Quand ce fut au tour d'Amara de témoigner, la juge Chen l'appela dans son bureau, plutôt que de la mettre à la barre dans la salle d'audience publique. Jeff et Tamia furent autorisés à l'accompagner, ainsi que les 2 équipes juridiques. Amara s'assit dans le grand fauteuil en cuir en face du bureau de la juge Chen, ses jambes se balançant car elle ne touchait pas tout à fait le sol, mais sa voix était claire et confiante alors qu'elle répondait aux questions. Amara, dit gentiment la juge Chen, comprends-tu pourquoi nous sommes ici aujourd'hui? Oui, madame. Une dame appelée Elena veut que j'aille vivre avec elle au lieu de vivre avec ma maman et mon papa. Et qu'est-ce que tu penses de ça? L'expression d'Amara devint sérieuse. Je ne veux pas vivre avec Elena. Je ne la connais même pas. Elle ne m'a jamais lu d'histoire le soir, ni aidé pour mes devoirs, ni appris les constellations. Pourquoi je voudrais vivre avec quelqu'un qui ne me connaît pas? Parle-moi de ton papa, dit la juge Chen. Jeff. Depuis combien de temps sais-tu qu'il est ton père? Je l'ai deviné à la foire scientifique, dit fièrement Amara. Il a les mêmes yeux que moi, et il réfléchit aux problèmes de la même façon que moi. En plus, il ressemblait à la famille tout de suite, vous savez, comme si sa place était avec nous. Et te sens-tu en sécurité avec lui? Super en sécurité, dit Amara immédiatement. Il a des pansements de super-héros au cas où je me blesse, il connaît les premiers secours, et il a réparé notre voiture quand elle était cassée. Il m'apprend la science, et m'aide avec les problèmes de maths qui sont trop durs pour les autres adultes. Et il rend ma maman heureuse. Elle sourit tout le temps maintenant. Que dirais-tu à Elena si elle était ici? Demanda la juge Chen. Amara réfléchit sérieusement. Je dirais merci de vous inquiéter pour moi, mais j'ai déjà une famille. Je n'ai pas besoin d'une maman riche. J'ai besoin de la maman qui est restée éveillée toute la nuit quand j'étais malade, qui a travaillé 3 boulots pour m'acheter des livres, et qui ne m'a jamais fait sentir que j'étais un fardeau. Et je n'ai pas besoin d'un papa riche. J'ai besoin du papa qui me lit des histoires sur l'espace, qui me laisse l'aider à réparer des choses, et qui promet qu'il ne partira plus jamais. La juge Chen hocha lentement la tête. Une dernière question, Amara. Qu'est-ce qui te rend heureuse? Être avec ma maman et mon papa, dit Amara sans hésitation. Apprendre de nouvelles choses, faire des expériences, et savoir que quand je rentre de l'école, ils seront tous les 2 là à vouloir entendre parler de ma journée. C'est ça qui me rend heureuse. De retour dans la salle d'audience, il y eut une agitation soudaine. Harold Wilsman entra avec des agents du FBI et une femme portant une mallette. Votre honneur, dit la femme, je suis l'agent Kim de la division des crimes financiers du FBI. Nous avons des informations pertinentes pour cette affaire. Nous avons enquêté sur des détournements de fonds de la fondation Wilsman. Elena Ashworth Wilsman a systématiquement volé la fondation depuis 3 ans, utilisant l'argent pour financer ce procès pour la garde dans le cadre d'un schéma d'extorsion. Elena devint livide. Harold marcha vers la barre des témoins. Il y a 10 ans, j'ai commis la pire erreur de ma vie, dit-il en regardant Amara. J'ai menacé mon fils pour qu'il quitte la femme qu'il aimait. Hier, j'ai rencontré Amara pour la première fois. Elle est brillante, gentille, confiante, et clairement aimée au-delà de toute mesure. Mon fils a trouvé sa propre famille, et que je sois maudit si je laisse mes erreurs passées détruire son avenir à nouveau. La juge Chen resta silencieuse un long moment.
En 30 ans sur le banc, j'ai rarement vu un cas où l'intérêt supérieur de l'enfant était si clair. Cette petite fille s'épanouit. Madame Ashworth Wilsman, votre requête est rejetée. La salle d'audience éclata en acclamations. Amara se jeta dans les bras de Jeff tandis que Tamia sanglotait de soulagement. 6 mois plus tard, la famille Wilsman se tenait sur une falaise surplombant le Puget Sound. Jeff avait loué l'emplacement de camping pour un week-end, apportant le télescope d'Amara et de quoi faire des s'mores. « Regarde, maman !» appela Amara depuis le télescope. « J'ai trouvé Jupiter. On peut voir 3 de ses lunes. » Jeff apparut à côté de Tamia, lui prenant la main. « Il y a un an, je pensais avoir perdu ma chance au bonheur pour toujours, mais en étant ici avec toi et Amara, je réalise qu'on m'a donné quelque chose d'encore mieux, une vie plus belle que tout ce que j'aurais pu imaginer. » Il mit un genou à terre, sortant une petite boîte en velours. « Nous sommes déjà mariés, mais je n'ai jamais fait ma demande proprement avec notre fille comme témoin. Veux-tu m'épouser à nouveau? Devant tous nos amis et notre famille cette fois? » « Oui, » dit Tamia, riant à travers ses larmes. « Oui, 1000 fois oui. » 3 mois plus tard, ils renouvelèrent leurs vœux dans un jardin surplombant Elliott Bay, entourés de tous ceux qui les avaient soutenus. Amara servit de demoiselle d'honneur, rayonnante de fierté devant l'amour de ses parents. L'histoire ne se termina pas par un simple « ils vécurent heureux », mais par un commencement. Dans leur nouvelle maison, Jeff enseignait le calcul avancé à Amara, tandis que Tamia, maintenant enceinte de jumeaux, regardait depuis l'encadrement de la cuisine et s'émerveillait de la famille qu'ils avaient construite à partir de rêves brisés. « Maman », appela Amara, travaillant sur un projet de génétique. « Tu penses que les bébés seront aussi intelligents que moi? » Plus intelligents, dit Tamia, la main sur son ventre rond. Ils auront l'avantage de grandir dans une maison pleine d'amour dès le premier jour. Jeff croisa le regard de Tamia, son expression pleine d'émerveillement et d'amour infini. Ils avaient parcouru un chemin long et difficile, mais chaque lutte en avait valu la peine pour ce moment, cette famille parfaite, complète et incassable. L'amour avait gagné, comme il le fait toujours quand il est assez courageux pour se battre pour ce qui compte le plus.